Délivrez-vous. Bonjour à tous, bienvenue dans le 22e numéro de Délivrez-vous que vous pouvez retrouver sur le blog Culture Tout Azimut et sur YouTube. Marc au micro pour vous accompagner dans cette nouvelle émission. Ravi de vous retrouver pour ce numéro. À mes côtés aujourd'hui les fidèles membres de l'équipe, Louise, Gabriel. Bonjour à tous, comment allez-vous ? Très bien. Ça va très bien aussi. Sans plus tarder, place au générique et à la première partie des Délivrez-vous avec le livre du jour. Notre 22e numéro Délivrez-vous, le livre du jour s'intitule « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ». Cet ouvrage apparu aux éditions du Seuil, Guillaume Cuchet en est l'auteur. Cet essai historique nimbé de sociologie est sous-titré « Anatomie d'un effondrement ». Marc, peux-tu nous dire quelques mots sur l'auteur ? Il est historien, professeur d'histoire contemporaine. Ses publications ont principalement trait à la religion catholique, son influence et son déclin dans la France contemporaine. Et quelle est l'intention de cet ouvrage ? Comme le titre l'indique, le livre interroge la perte d'influence de la religion chrétienne en France et tente de comprendre et d'expliquer les raisons de cet effondrement constaté en quelques décennies. Il s'agit à partir d'enquêtes de montrer que la pratique et la revendication d'une identité religieuse catholique ont chuté spectaculairement. Comment procède-t-il pour argumenter son propos ? En historien, Guillaume Cuchet consulte les archives et rend hommage à deux personnages clés pour l'étude historique du dit déclin de l'influence religieuse récente. Il montre que c'est Gabriel Lebras qui initie en 1931 l'idée d'une carte indiquant la pratique religieuse dans la France rurale où se situe alors l'essentiel de la population du pays. Les pages consacrées à la jeunesse de cette carte sont passionnantes et témoignent d'une démarche sociologique bien construite. Et de quand date la première carte de ce type ? Il a dû falloir sonner pour la produire, non ? Je vois que ça a l'air drôle. La toute première est de 1947, le temps de compiler les données. Elle sera suivie de différentes versions ultérieures. C'est la consultation et l'analyse de ces cartes successives qui permet de bien mesurer l'ampleur et la localisation du phénomène. Quel est l'intérêt de produire de telles cartes ? Ici, l'historien s'appuie sur les méthodologies d'autres sciences humaines et la cartographie, outil du géographe, se révèle indispensable. D'ailleurs, l'auteur indique en titre du premier chapitre que la carte représente un lieu de mémoire du catholicisme. Cette expression me rappelle les stimulants travaux de Pierre Nora. Et tu parlais tout à l'heure de deux personnages importants. Qui est le second ? Je crois que Louise va avoir du mal à continuer cette introduction. Il s'agit du chanoine Boulard. C'est un personnage essentiel de la prise de conscience de la perte d'influence. En effet, ce curé a été le premier à systématiquement dresser des cartes de la pratique religieuse catholique en France. Il était au sein de l'Église catholique, le spécialiste et le plus fin connaisseur de la répartition des pratiques selon les régions. Ses enquêtes faisant la synthèse des données statistiques disponibles lui ont permis de déceler l'apparition des prémices de ce déclin irréversible que l'on évoque aujourd'hui. Méthodologiquement, ces cartes sont pionnières et très pertinentes. Dès le début des années 60, les informations relayées par les différents diocèses ont permis de lancer l'alerte d'une tendance baissière débutante. Quand ces signes-parts se sont-ils concrétisés ? Au mi-temps des années 60, c'est un véritable plongeon des courbes de pratique qui est constaté. L'année 1965 apparaît comme une année charnière, le moment où la tendance se généralise sur tout le territoire. Et concernant la pratique religieuse, quels sont les éléments cardinaux à retenir ? L'étude sur laquelle l'abbé Boulard se basait était la fréquentation de la messe et en particulier la Pâque, qui correspond a priori au moment le plus fédérateur pour les moins pratiquants. Les taux de baptême et de mariage comptent bien entendu. Pour ce qui est de la confession, il s'agit d'une pratique moins ancrée dans les pratiques régulières et qui s'étiole plus rapidement. Les ordinations de prêtres souffrent également de désaffection. En revanche, force est de constater que longtemps, la communion et l'enterrement religieux demeurent plus à l'abri de l'érosion. Finalement, quelle est la raison de cette situation ? Plusieurs hypothèses explicatives du déclin s'opposent. Pour faire la part des choses, il est indispensable de s'appuyer sur les nombreuses statistiques disponibles. Il apparaît ainsi que la tendance baissière dans les pratiques est identifiable dès les années suivant la Seconde Guerre mondiale. Le phénomène s'accentue en 1965, année charnière, qui correspond aux premières conclusions du Concile de Vatican II. Il faut préciser qu'après le Concile, les consignes relatives à la pratique ont été assouplies, les obligations édulcorées, la messe en latin n'est plus de mise par exemple, et la nécessité de confession régulière est minimisée. A l'inverse, le rôle supposé de 1968 et de son printemps, faisant souffler un vent de liberté sur le pays, est beaucoup moins affirmé. Tout est déjà commencé, la pente catastrophique pour l'Église ne peut plus être redressée. Et l'auteur a-t-il une hypothèse favorite ? Pour lui, le rôle de Vatican II et de ses conséquences est essentiel. Il l'illustre à travers plusieurs cas paradigmatiques, aussi bien en région
qu'à Paris, dans des petites villes, des villages ruraux ou des agglomérations moyennes. L'explication sociologique se focalise aussi sur les différentes générations concernées et sur les groupes d'âge. En effet, le décrochage le plus significatif apparaît chez les jeunes. De plus, l'urbanisation croissante et l'exode rural contribuent également au non-renouvellement des pratiquants. La discussion porte à la fois sur les causes et la chronologie. J'ai trouvé les arguments de l'auteur convaincants. Faut-il être historien ou catholique fervent pour lire ce livre et le trouver intéressant? Pas du tout. Je peux vous garantir que cet essai est passionnant et propose une approche historico-sociologique étayée pour expliquer comment, en peu de temps, le pays a radicalement changé et basculé dans un nouveau modèle de société. La diminution drastique de la pratique est incontestable. Même si aujourd'hui encore demeurent de nombreux vestiges de cette influence catholique en France, force est de constater que la société n'a plus rien à voir de ce point de vue avec celle de l'après-guerre. Je vous propose, après ce départ un peu houleux de la présentation, chers chroniqueurs, présentation du livre « Comment notre monde a cessé d'être chrétien », que l'on passe à la première question de notre débat. Sans vouloir m'immiscer dans votre intimité, je vais vous demander quelle est votre relation personnelle à la religion. On commence par Louise. Alors, moi, en fait, mon rapport à la religion a été très houleux et très conflictuel. Alors, au départ, quand j'étais petite, je m'intéressais aux religions polythéistes, parce que ça allait aussi dans le programme de 6e, de découvrir les différents mythes, les différentes religions. Et je trouvais le polythéisme intéressant, parce que c'était une façon d'accepter tous les dieux et pas être comme dans le monothéisme, dans la concurrence entre religions. Et ensuite, après ça, je suis devenue anticléricale. Donc cet anticléricalisme a fait que je commençais à m'opposer à mon beau-père qui, lui, avait une forte éducation religieuse, contrairement à moi, parce que moi, j'ai jamais été baptisée par ma mère. J'ai seulement été baptisée en secret par ma grand-mère dans les chiottes d'un train par un évêque qui se trouvait là. Ah d'accord, tu me rassures, c'est quand même ni ta mère ni ta grand-mère qui t'ont baptisé, mais c'est bien un représentant de la religion. Oui, voilà, c'est ça, parce que ma grand-mère, ma mère ne pouvait pas. Et en fait, il y avait un prêtre dans le coin, et pendant que ma mère était partie aux toilettes, ma grand-mère a supplié ce prêtre de me prendre en charge, parce que mon horrible mère ne m'avait pas baptisée. Donc voilà, j'ai eu d'un côté une mère qui s'en fichait, qui n'était pas du tout dans ces valeurs imposées par l'Église, dans cette façon très traditionnelle de vivre sa vie. Et d'un côté, un beau-père qui, quand on le voit et quand on voit l'ensemble de sa famille, est dans un rapport très traditionnel. Et du coup, voilà, il y a eu une forte opposition à la religion et donc du coup à ce beau-père. Et par la suite, ça a été plus dans l'idée d'accepter la foi sans... disons que je suis athée, mais je comprends la foi, dans le sens où moi, il m'arrive d'être croyante quand je suis dans un avion. Parce que pour essayer de dominer ta peur de l'avion. Oui, voilà, c'est ça. C'est bizarrement quand un avion est en pleine chute, je veux dire en pleine chute, je veux dire en descente, quand il y a un trou d'air. Bizarrement, je commence à croire en Dieu, mais parce que c'est totalement irrationnel et que j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose qui puisse me sauver, que j'ai besoin d'une entité supérieure qui me protège. Pourtant, dans l'assaut de la terreur, tu fais pas ça quand tu descends. Non, parce que je sais qu'on est raccroché à un mur, contrairement à un avion qui est raccroché à rien du tout. Voilà. Alors, toi, Gabriel, pratiquant, baptisé, catholique, autre religion, quel est ton rapport à la religion? Ça fait beaucoup de questions. Non. Le point commun avec lui, c'est que je suis pas baptisé officiellement, parce que j'ai été baptisé aussi, mais par un prêtre un peu spécial, qui n'était pas trop bien vu par les autres, parce qu'il buvait, il était un peu drôle. Bref. Et du coup, en fait, il m'a baptisé sur le parking, parce que ma mère voulait baptiser sa voiture et il a fait pareil pour moi. Donc du coup, on a été baptisés tous les deux. Baptiser la voiture, c'est beau. C'est pas bien de baptiser une voiture. Non, mais c'était pour eux. En fait, c'est lui qui baptisait les voitures, il trouvait ça drôle, le prêtre. Et du coup, sur comme le même un coup, motard baptise sa moto. Et comme ma mère disait, et moi je lui ai dit du coup que j'avais pas été baptisé, il m'a fait je te le fais aussi, ça compte. Il dit c'est bon. Et maintenant, c'est drôle. Parce que baptiser sa voiture, ça permet de la garder propre. D'ailleurs, elle a jamais eu d'accident, donc ça a peut-être marché en fait. Bref, mon rapport à la religion, il est simple. Donc moi, c'est un peu particulier. Mon père, il est pas du tout chrétien ni catholique. Il est d'origine iranienne. Il est venu en Europe après la Révolution en 79. Et lui, son père était plutôt baï. C'est, on va dire, une minorité, une religion très minoritaire en Iran, qui prône en fait une sorte de synthèse entre toutes les religions.
Bref, donc moi j'ai pas trop été dans cette ambiance-là puisque mon grand-père malheureusement n'est plus là et puis mon père quand il est venu en Europe on n'a pas continué cette religion et ma mère est plutôt on va dire de tradition chrétienne catholique même si elle va jamais à l'église non plus voilà. Donc j'ai été un peu élevé on va dire dans une famille laïque plutôt même si y a des valeurs de comme tu dis la foi et tout ça c'est des choses que mes parents aiment bien donc j'ai été un peu élevé là-dedans. Malgré tout, moi, la religion, moi je suis plutôt athée et donc du coup voilà, je crois pas trop en la religion catholique. Malgré tout, ça m'empêche pas de respecter les gens qui croient en cette religion. Et de par mon éducation, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien aller à la messe avec mes grands-parents. Parce que ça me faisait sortir le dimanche, je voyais un peu les gens dans l'église et je trouvais ça drôle en fait et amusant d'y aller. Toi, ta religion, ça serait pas plutôt le football ? Non, le football c'est une religion, c'est vrai, mais c'est un sport surtout. Mais c'est vrai que j'ai plus de passion pour le football que pour Dieu, par exemple. Okay, donc voilà. Et par contre, j'aime bien le personnage de Jésus, parce que je trouve que c'est un personnage qui est en dehors de cette religion-là, qui est très intéressant, qui prône, lui, dans son message initial, même s'il a été changé, l'entraide entre les hommes, il dit aimez-vous les uns les autres et tout ça. Donc son message est intéressant au départ. Je rappelle que Jésus, c'est un juif d'une famille pauvre qui prenait un message différent. Et donc ça, c'est intéressant. Mais il est un peu l'incarnation, la représentation de la religion. Certes, aussi. Mais j'ai dit, je fais bien la différence entre Jésus et le reste pour moi. Parce que pour moi, la religion, après, n'a pas forcément suivi son discours. Okay. Le livre, on l'a dit, est sous-titré « Anatomie d'un effondrement ». Est-ce que vous partagez le constat de l'auteur sur le déclin de la religion catholique ? Louise ? Alors, effectivement, dans notre rapport à la vie, je pense que la religion n'a plus le poids qu'elle avait avant, que, comme on l'avait vu aussi au XIXe siècle, il y a eu cette séparation avec l'avènement du matérialisme, avec l'impact de d'autres religions extérieures, notamment venant d'Asie. Et je pense que, en fait, ça a changé totalement notre rapport où on n'est plus dans cette idée d'être conforme à une communauté. On est beaucoup plus dans un rapport individuel et dans l'idée d'être en accord avec soi et pas se sacrifier comme a souvent souhaité la religion catholique dans l'idée d'être un martyr pour pouvoir accéder au paradis. Après, même si notre rapport a changé, je trouve quand même qu'il y a une grosse partie de la population en France qui régresse dans ses mentalités. On a pu le voir notamment avec la Manif pour tous que l'idée de faire un mariage autre que religieux était inacceptable. Et on a vu que quand même, au bout de 3 ans, c'est encore inconcevable, l'idée de marier 2 homosexuels. On est un pays censé être progressiste et beaucoup moins catholique que d'autres pays où, bizarrement, le mariage gay est passé beaucoup plus rapidement et plus facilement. Et notamment, je repense à Macron qui a fait quand même... qui en tout cas n'a pas respecté le principe de laïcité qui fait quand même partie de notre État, en disant qu'il fallait réparer le lien entre l'Église et l'État et en enlevant aussi les religions des lobbies. Donc ça m'a particulièrement choquée. Donc je trouve qu'aujourd'hui, comme on le voit, avec une certaine frange de la population d'extrême droite, il y a des mouvements comme Civitas ou Génération Identitaire qui veulent restaurer des valeurs chrétiennes et de façon assez violente parfois. Et bizarrement, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de ces gens-là. Par contre, quand il s'agit de taper sur les musulmans et de parler de l'islam et l'impact que ça a via le Bataclan et d'autres événements, là, on est d'accord pour la laïcité. Donc en fait, la religion, elle est acceptée selon... disons que voilà, on n'est pas dans cette idée de laïcité où on accepte toutes les religions. On est dans cette idée que non, il y en a une qui concurrence les autres et c'est celle qu'il faut, quoi. Gabriel, est-ce que tu partages le constat de l'auteur, sans rentrer dans les détails explicatifs auxquels on va venir après, sur l'effondrement et sur le déclin de la religion catholique ? Oui, bien sûr, et pour amener la touche historienne, on peut rappeler un peu pourquoi il y a ce déclin de la religion catholique en France, notamment, mais aussi dans d'autres endroits. Donc pour moi, l'élément déclencheur de ça, c'est la date de la Révolution française, 1789. Pourquoi ? Parce que c'est le moment de basculement en fait, de la société, où je rappelle qu'avant, dans l'Ancien Régime, du début en fait, de 1000 jusqu'à 1789, la religion et le roi sont liés
par serment, et surtout que le roi est le représentant de Dieu sur terre. Et donc du coup, il a ce lien avec l'Église, et que l'Église catholique est la seule Église reconnue par l'État et qui est en adéquation avec lui. C'est elle qui contrôle toutes les mœurs de la société, du baptême, enfin de la naissance jusqu'à la mort du chrétien. Donc du coup, c'est un lien très fort qui fait que forcément tous les habitants du royaume de France sont obligatoirement chrétiens, et ceux qui ne le sont pas, on sait, sont persécutés ou considérés comme étrangers. 89, ça a amené un basculement. Pourquoi ? Parce que c'est donc on coupe la tête du roi entre guillemets en 93, et du coup c'est aussi l'abolition des privilèges et aussi ceux du clergé. Et là, il va y avoir les premiers penseurs, déjà des Lumières avant la Révolution, et à ce moment-là, les premières personnes qui prônent la République ou la monarchie constitutionnelle et qui disent que l'Église catholique ne doit plus être l'égale du roi ou l'égale de l'État, mais doit se différencier de l'État. Même si après il y a eu des évolutions complexes, le retour de la monarchie, Napoléon qui a mis le concordat, qui rétablit donc le rôle de la chrétienté comme religion d'État et pas les autres, et au fur et à mesure pour arriver jusqu'au 19e siècle. Et là, l'ancrage définitif de la République, avec les premiers républicains qui sont laïcs et qui disent que voilà, ils font pas de différence entre les religions, qu'on doit accepter les gens qui sont croyants, quelle que soit leur confession, on ne doit pas faire de différence, et que l'État ne doit pas être assimilé à l'une ou l'autre des religions, mais elle doit être neutre en fait, tout simplement. Et donc du coup, c'est cette évolution qui fait que on est passé d'un pays très catholique, parce que c'était obligatoire, à au fur et à mesure du temps un délitement de ça, on va dire, pour arriver aujourd'hui à une société, on va dire, la majorité des Français se considèrent encore comme de confession catholique, même si la plupart ne pratiquent plus. Mais aujourd'hui, l'Église est beaucoup moins ancrée dans le paysage, de par tout ce que j'ai expliqué avec cette évolution et ce nouveau régime, qui n'est plus l'ancien régime, mais le nouveau régime qui met la religion au second plan. Louise, tu es d'accord avec ce que dit Gabriel ? J'avais le sentiment dans tes paroles précédentes que tu notais quand même que certes il y avait un déclin, mais il y avait aussi un rebond d'une frange plus extrême. Oui, je pense que... Enfin, j'ai l'impression que et c'est comme ça, en fait, dans l'histoire de l'humanité. On l'a vu aussi au 19e siècle, chez beaucoup de romantiques qui avaient cette opposition au matérialisme, cette opposition à la perte de Dieu, et qui avaient un problème dans l'instauration des valeurs, qu'il y avait l'idée d'une perte des valeurs, d'une société de consommation avec l'ère industrielle. Et face à une société de consommation et qui commence aussi à se mondialiser, avec le commerce extérieur et les philosophies venant de l'extérieur. Comme au XIXe siècle, les romantiques, notamment Lamartine, l'avait beaucoup évoqué dans ses poèmes, son rapport avec Dieu et le besoin de retrouver Dieu. Et aujourd'hui, c'est marrant parce qu'on retrouve la même chose. On est dans un rapport à une société qu'on ne comprend pas. On a l'impression qu'il y a une sorte de relativisme où chacun est individuel et se dit moi en fait non, j'accepte pas ça, je suis comme ça, je m'instaure comme ça, avec une sorte, pas de culte de la personnalité ou un culte de soi-même, mais une histoire de dire je ne suis pas conforme et je suis comme ça. Et donc en fait on se pose la question, mais au final on nous éduque de sorte à être conforme, et en même temps on voit que des gens se libèrent en ayant une individualité très présente, et comme on le voit aussi notamment sur les réseaux sociaux, parce que ça marque aussi cette individualité. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas en accord avec ça. Et je ne dis pas que je les comprends, y a d'autres façons de réagir, mais qui ont besoin de valeurs qui les rassurent. Parce que comme tout devient relatif, du coup on ne sait plus à quoi se raccrocher, c'est extrêmement effrayant. Et donc mine de rien, la religion, quand on est perdu ou quand on n'a pas de sens dans sa vie, pour certains, c'est un moyen de se raccrocher. Et je pense que c'est une réponse à cette progression, mais aussi ce relativisme qui se met en place. On va essayer de revenir maintenant vers le livre et vers l'explication contemporaine de ce déclin. Que peut-on dire, et je vais donner la parole à Gabriel, sur le Concile de Vatican II ? Est-ce que tu peux nous rappeler en historien quand est-ce que ça se passe, en quoi ça consiste et quelles en sont les conséquences ? Le Concile, il y en a déjà eu plusieurs dans l'histoire. Pourquoi Concile de Vatican II dans les années 60, je rappelle ? Tout simplement parce qu'à cette époque-là, il y avait déjà un déclin, comme je l'ai dit, un long processus depuis la Révolution, un déclin de la religion et du nombre d'adeptes, de gens qui vont à l'église tous les jours. Donc l'église s'est aperçue qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Certains fidèles qui aussi critiquaient dans leur message le fait qu'ils trouvaient l'église trop archaïque, austère, et
elle n'arrivait pas à progresser avec son temps. Et donc du coup, ils ont décidé ce concile-là, donc le pape, qui a décidé ce concile-là. Jean 23. C'est ça, Jean 23 à l'époque, qui a décidé ce concile pour essayer de réfléchir à d'où vient le problème et comment le résoudre. Et donc le concile, c'est une grande réunion, on va dire, où se réunissent tous les... Donc il y a le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, certains moines. Personnes importantes du clergé. Exactement, qui se réunissent là pour réfléchir justement au problème, trouver le problème, le constat et quelle solution apporter. Et du coup, ils en sont arrivés au point qu'ils trouvaient que oui, en effet, l'Église était peut-être trop, pas en adéquation avec les attentes de ses fidèles et avec la société, et qu'il fallait remédier à ça, la moderniser entre guillemets et trouver un nouveau message en fait qui parle plus à la société actuelle. Et du quels coup, ont par été exemple, les signes de modernisation? Par exemple, l'arrêt de la messe en latin, qui est une des choses principales, pour se dire qu'on va vulgariser entre guillemets et franciser la messe, qui pourra peut-être permettre à certains fidèles de venir à l'église. Donc ça, c'est un des points importants du Concile Vatican II. Il y en a d'autres, mais c'est le plus important. L'abandon de la messe en latin, Louise, qu'est-ce que tu en penses? Alors je pense que c'est une très très bonne solution dans le sens où ça permet de mettre tout le monde à égalité, que on se sort de ce côté un peu puriste et pompeux de dire regardez, moi je sais parler latin, donc comme la messe est en latin, en fait c'est pour ceux qui ont l'honneur ou la capacité de parler le latin, et je pense que ça met en fait. Ce qui est bête, ce que je comprends pas, c'est de dire qu'en fait, le fait de mettre la messe en latin, en fait, c'est pour certains, c'est une destruction du catholicisme, alors qu'au contraire, ça fait venir beaucoup plus de personnes, ça permet de vulgariser. Et c'est en fait un comportement qu'on retrouve généralement un petit peu partout. Par exemple, de dire que dans tel domaine, alors je vais prendre un exemple comme ça, je viens d'y penser récemment, mais par exemple, aujourd'hui, le Hellfest, il y a de plus en plus de monde, beaucoup plus de personnes et des personnes qui n'aiment pas forcément le métal qui viennent parce que c'est un festival très apprécié, l'un des meilleurs festivals qui existe et qui fait parler de lui. Et il y a beaucoup de puristes dans le milieu du métal qui disent mais non, nous, on ne veut pas qu'il y ait des gens qui n'écoutent pas de métal qui viennent parce que ça va détruire le métal, ça va détruire le Hellfest. Pour moi, en fait, là, la réaction, elle est pareille. Et c'est partout dans énormément de domaines. Et je trouve que aussi ce qui a permis ce concile, c'est aussi de dire... d'arrêter en fait cette guerre des religions, d'arrêter de dire écoutez, notre religion est la meilleure. Non, en fait, on met les religions à égalité et on arrête de faire celui qui aura la meilleure religion, de faire cette pseudo-croisade. Voilà. Un rapprochement inattendu entre l'orgue, qui est l'instrument de musique des églises, et le tar du métal hard. Entre Satan et Dieu. Voilà. Oui. Vatican II, qu'as-tu d'autre à nous en dire, Gabriel? Donc oui, du coup, ils ont essayé de moderniser l'église, écouter les fidèles. Et là, la nouveauté, c'est que du coup, dans le Vatican II, ils ont élargi un peu le socle des personnes qui sont présentes en ouvrant ça aux fidèles. C'est-à-dire certains fidèles, moines de paroisse, sont venus, enfin pas moines de paroisse, n'importe quoi, curés de paroisse, pardon, sont venus à ce concile-là en se disant qu'ils auraient une parole peut-être plus proche du peuple, parce qu'ils font partie de ce peuple chrétien. Et du coup, essayer de comprendre plus en profondeur les problèmes de l'Église de l'époque et d'essayer de les moderniser. Et du coup, c'est ce qui a amené cette réaction forte de certains milieux catholiques qu'on voit aujourd'hui, comme tu l'as dit, à la Manif pour tous, par exemple. Les intégristes de Monseigneur Lefebvre. Voilà, qui eux, justement, critiquent Vatican II et qui disent que pour eux, le déclin de l'Église, c'est Vatican II, en fait. Que c'est à cause de cette réforme que l'Église a encore plus sombré, alors qu'avant elle était en mauvais état, mais que c'était pas la bonne direction à prendre pour la moderniser. Eux, ils pensent que justement il aurait fallu garder entre guillemets l'austérité de l'Église et les préceptes d'avant, parce qu'ils estiment qu'à partir du moment où la phrase des évangiles du Christ et tout ça, si elle n'est pas respectée, si on la modifie, du coup ça diminue le message et qu'à la fin ça amène à la destruction. Ils prenaient l'exemple de l'URSS qui disait que la déstalinisation et le fait d'ouvrir plus l'URSS qui a amené à sa chute, et il trouve exactement le même exemple pour l'Église. Là, dans votre explication, vous faisiez allusion aux extrémistes. Alors, Guillaume Cuchet m'est apparu dans l'ouvrage pas du tout comme un extrémiste, mais vraiment comme un historien. Mais sa thèse tourne autour du rôle clé très important de Vatican II. Il explique que c'est vraiment le moment où il y a la bascule absolue,
C'est-à-dire il y a déjà une tendance qui se manifeste des décennies avant, mais là, Vatican II, c'est on pourrait presque dire la goutte qui fait déborder le vase. Il y a un autre contexte historique sur lequel je voudrais vous interroger, qui apparaît à peu près à la même époque, c'est les événements dits de mai 68, en particulier en France. Alors, un rôle ou pas de rôle dans le déclin? Pour moi, clairement, ça a eu un fort impact parce qu'il y a eu des mouvements libertaires au sein de mai 68. Une révolte face aux anciens, on peut le dire, chez les jeunes. Quand on voit la plupart des révoltes, on a par exemple, disons qu'il y a un aspect de libération sexuelle qui a été accompagné par le féminisme. Il y a aussi l'individualisme qui se met en place. Il y a le bouddhisme qui inspire beaucoup de personnes et le bouddhisme, en fait, le bouddhisme est autre que les religions traditionnelles dans le sens où c'est une façon d'accepter en fait le néant, d'accepter l'idée de destruction, d'être dans une philosophie nietzschéenne, et c'est tout l'inverse en fait des religions qui prônent l'ordre absolu et comme on le voit chez ces intégristes qui n'arrivent pas à être en accord avec le temps qui évolue, qui n'arrivent pas à être en accord avec la mutation de la société, qui voudraient revenir vers une société idéalisée comme on peut le voir notamment chez les Amish qui l'ont mis en place à leur façon. Je pense que en fait, le fait d'avoir ce rapport individualiste, ça fait qu'on n'est plus un individu qui se conforme à une communauté et qui, pour le bien de la communauté, fait comme tout le monde parce que ça rassure de voir que ses pairs font pareil pour garder la même valeur. Au contraire, il y a ce côté où on apprend à être dans l'épanouissement personnel et où au final, de plus en plus, les prêtres, les évêques qui avaient cette fonction de psychologue, entre guillemets, à travers le confessionnal, n'ont plus cette fonction parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, à part les psychologues, des ateliers, des sessions, des week-ends, des mouvements qui permettent d'embrasser soi-même, en fait, d'être en accord avec soi-même et de plus être dans ce côté je me martyrise, je me sacrifie pour le bien de la communauté. Non, je dis stop et je suis en accord avec moi-même. Voilà. Mai 68, Gabriel, le lien? Contrairement à l'auteur, moi je pense que Mai 68 a eu un impact un peu plus fort que ce qu'il dit dans le livre, même si je comprends sa position. Pourquoi ? Parce que c'est l'évolution, donc après Vatican II, l'industrialisation, l'urbanisation du pays et tout ça, qui a amené à mai 68 notamment. Et je rappelle que mai 68, c'est introduit des mœurs qui ont profondément changé la société française, et ce qui explique aussi le déclin plus fort de l'Église après. D'ailleurs, cette époque a été aussi marquée par le nombre important de prêtres qui ont décidé de quitter le sacerdoce. Certains parce qu'ils étaient en désaccord avec le message de l'Église, d'autres parce qu'ils trouvaient que les nouveautés du concile n'avaient pas été mises en place ou trop à la marge, et que du coup ils ne se reconnaissaient pas dans ce fonctionnement-là. Est-ce qu'il y en a qui pensaient que Vatican II n'allait pas assez loin ? Oui, bien sûr. Certains, oui, mais dans les deux sens. Il y en a qui trouvaient que ça allait trop loin et d'autres pas assez loin. Mais justement, et ceux-là, ils quittent l'Église, notamment à partir de mai 68, qui est pour eux un prétexte de dire la société évolue vraiment vite et l'Église n'arrive pas à suivre le chemin, et je ne me reconnais plus dans ça. Et est-ce que mai 68, c'est pas aussi le moment historique où va se développer le mouvement des prêtres ouvriers ? Oui, après les prêtres ouvriers c'est particulier, mais oui, c'est une de ces périodes-là justement après 68, dans les années 70, où on va avoir l'avènement de ce qu'on appelle les catholiques de gauche, donc prêtres ouvriers, les gens notamment qui vont aller à la CFTC, qui va devenir CFDT, au PSU par exemple, au PS après, même dans d'autres partis de gauche. Et donc du coup ça va vraiment donner cette mouvance-là, 68, de l'ouverture de la société, donc certains qui prônent le fait que voilà, il faut encore aller plus loin que Vatican II, et qui se reconnaissent dans ce message de l'Église sociale, entre guillemets, parce qu'elle a aussi un message social, c'est vrai, le monopore, par exemple, il y a d'autres choses. Et eux, ils trouvaient qu'avec Vatican II, c'était une évolution qui allait dans le bon sens, comme tu disais. Et donc, il y avait cet avènement des catholiques de gauche qui s'est développé, et notamment les prêtres missionnaires qui allaient dans les quartiers, dans les campagnes aussi, pour redonner ce message-là. Dans les prisons aussi. Dans les prisons, pour parler en fait à cette population
pauvres, ouvrières notamment, qui pouvaient être touchées par ce message social de l'Église, qui a marché un certain temps et qui, après, notamment pendant 68, donc ça a fait fuir des gens 68 de l'Église dans son déclin, et ça a aussi fait venir de ce côté-là, qui est plutôt intéressant. Et ça s'est même transformé par des responsables politiques qui se disent de gauche et chrétiens, et très attachés à ça, et qui avaient ce sentiment-là de modernisation de l'Église. N'y a-t-il pas un certain paradoxe entre l'association traditionnelle classique de l'Église catholique et du vote à droite et des valeurs prônées par le catholicisme qui pourraient plus être des valeurs d'humanisme, plus rattachées a priori à des valeurs de gauche? C'est compliqué parce que dans le message chrétien, il y a tout en fait. Il y a des choses qu'on pourrait, que quelqu'un de gauche, même un communiste, pourrait adhérer totalement à ça. Le partage que veut faire Jésus avec ses frères, l'homonopause, pardon, toutes ces choses-là qui pourraient parler à quelqu'un qui prône justement une société égalitaire, mais il n'y a pas que ça dans le message de l'Église, il y a aussi un autre message différent qui parle plus à des gens de droite, notamment qui sont pour moi en retard sur ce qu'est l'évolution des mœurs de l'époque. Le mariage des prêtres, ils ne veulent pas en entendre parler. Le mariage homosexuel ou l'homosexualité qui est considéré comme une tare ou entre guillemets quelque chose qui n'est pas conforme à la religion. Donc voilà, il y a ces deux aspects dans l'Église et on va dire que pour moi, après 68, il y a eu ce débordement, mais ils ont eu une perte des classes populaires et moyennes et l'Église s'est plus adressée à sa frange, on va dire, de droite, ce qui fait qu'elle a perdu le contact avec les classes populaires. Et on a vu que, de fait, par des erreurs pastorales, comme l'abandon des patronages laïcs, qui était important, qui était en lien avec l'Église, les patronages, laïcs ou pas laïcs d'ailleurs, qui permettaient justement ce lien avec les sans-abri, les pauvres, et qui a disparu. Et aujourd'hui, on voit que les fidèles, la plupart des fidèles, c'est, on va dire, les classes moyennes supérieures ou les classes aisées, surtout. Et donc, du coup, qui a une dérive vers, on va dire, sa frange de droite, ce qui explique les mouvements extrémistes aujourd'hui, qu'on entend plus, puisque la partie centrale, entre guillemets, a disparu. Ou en tout cas, c'est rétréci. Frange de droite à laquelle a tenté de s'adresser François Fillon lors de la dernière campagne électorale présidentielle. Ce qui est tout à fait logique, c'est son électorat. Alors là, on a vu des faits qui peuvent expliquer le déclin. Maintenant, si je vous dis que la France est l'incarnation d'un pays judéo-chrétien, que la France est la fille aînée de l'Église, est-ce que vous pensez que ces représentations-là sont aujourd'hui encore valables? Est-ce que l'histoire est suffisamment forte pour continuer à diffuser dans la société contemporaine, ou est-ce que vous me dites que mes quelques phrases là sont totalement décalées, n'ont plus rien à voir avec la réalité? Louise? J'ai l'impression qu'en fait, il suffit de faire un petit peu le tour de France et de se rendre compte que quand on a besoin de voir de très belles églises ou de beaux châteaux, on ne va pas vers les villes, les grandes villes, on va vers les villages. Et en fait, moi, j'ai l'impression que depuis qu'il y a eu l'exode rural, il y a cet abandon de la religion en partie parce que on voit dans le village que l'église est quand même un lien central pour les habitants de se rejoindre. Alors bon, après, il y a d'autres choses, hein, les fêtes de village... je sais pas, les barbecues, j'en sais rien, mais bon, il y a d'autres façons de se rejoindre. Mais, un match de foot. Un match de foot, par exemple, voilà. Mais en fait, je pense que dans un village, tout le monde se connaît, tout le monde se juge. Contrairement, par exemple, une grande ville comme... l'anonymat des grandes villes. L'anonymat des grandes villes, parce que dans une grande ville, si on ne va pas à la messe tous les dimanches, qui le saura? Parce que dans tous les cas, on est dans une grande ville, on a 10 000 activités à faire. Et comme tout le monde se connaît et tout le monde aussi a besoin de se sociabiliser, je pense que l'Église est une façon d'assurer ce lien. Et c'est pourquoi, je pense en tout cas que si il y a un héritage et une tendance judéo-chrétienne en France, elle se retrouve dans les villages, elle se retrouve dans le patrimoine français et notamment dans le calendrier, parce que mine de rien, on a beau se dire laïque, on a quand même un calendrier qui a conservé les jours fériés, les fêtes religieuses. Pour moi, si on voudrait être totalement laïque, il faudrait faire un calendrier républicain et non plus le calendrier qu'on a aujourd'hui. Ce qui a eu lieu pendant la Révolution et qui a ensuite été abandonné. Exactement. Calendrier révolutionnaire. Donc sur ces racines du pays, parce qu'on pourrait se dire qu'aujourd'hui encore, on a des présidents de la République qui s'adressent aux évêques. On a Emmanuel Macron qui a été au Vatican. Il y a Chirac qui, en son temps, y a été aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Gabriel ?
Oui et non, c'est-à-dire que la France est punie de l'Église jusqu'à la Révolution, c'est pas contestable du tout, pour la raison que l'Église, je l'ai dit, a été en adéquation avec l'État. Le roi, il émane de Dieu, donc forcément, elle est proche. Et du coup, toute la société était centrée sur l'Église, c'est-à-dire qu'elle contrôlait toute la société dans les villages, les villes, le mariage, les décès, les enterrements, les gens qui allaient à la messe ou pas, tout se savait et l'Église contrôlait tout ça. C'est ce que tu as dit un peu, et donc ça, c'est un fait incontestable. Après, la Révolution, elle a encore une influence forte qui va diminuer petit à petit, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, la France n'est clairement plus la fille aînée de l'Église au niveau de la pratique et des croyances, puisque on voit que c'est plus le premier pays catholique d'Europe avec l'Espagne, mais loin derrière. Et surtout, aujourd'hui, on va dire que c'est plutôt l'Amérique du Sud ou l'Afrique où il y a les plus fervents catholiques du monde. Ouais. Et donc, ça montre le Les déclin évangélistes, ouais, beaucoup de celle de la France. Par contre, oui, elle a gardé dans son calendrier, dans ses paysages, les églises dans les villages, tout ça. Paysages Et puis repris dans par ces- des hommes politiques pour se faire élire. Exactement, dans le discours politique de certains aussi, dans certains ouvrages, on voit quand même ces racines chrétiennes. Les Français de confession chrétienne, pas forcément les croyants, mais qui sont encore majoritaires aujourd'hui en France, contrairement à ce que certains disent, et ça le restera toujours. Par contre, ils ne sont pas forcément pratiquants et croyants. Donc oui, il y a quand même toujours ces racines chrétiennes en France, de par certains comportements aussi de la société. Le mariage, par exemple, je disais, qui est très... aujourd'hui, pour un couple, il faut se marier encore. Dans l'esprit des gens, c'est très ancré. Quelqu'un qui n'est pas marié peut être mal vu dans la société aujourd'hui, où il y a des gens qui sont encore choqués par ça. Je connais des exemples, pas avoir d'enfants non plus. Donc c'est des choses qui sont encore ancrées, marquées. Tu disais les calendriers scolaires, les fêtes religieuses aujourd'hui, les jours fériés, c'est plus ancré sur des fêtes chrétiennes et pas sur d'autres fêtes religieuses. Donc Il y voilà, a régulièrement chose des à débats d'ailleurs réfléchir. pour savoir s'il faudrait Oui. avoir d'autres jours Et fériés. je pense qu'aussi la peur de la mort qui fait que la religion reste quand même très présente chez les gens, rejoint aussi, bon, après ça c'est mon interprétation, hein, mais l'envie absolue d'avoir une famille et de faire des enfants. Parce que mine de rien, quand on a des enfants, on a, pour beaucoup, une continuité de soi-même. Pour moi, par exemple, je dirais qu'un artiste qui crée une œuvre d'art, même s'il meurt, l'œuvre d'art, elle reste. Et donc, il y a une empreinte de lui qui continue à rester. Et faire des enfants, c'est un peu la même chose. Donc, je pense que ça rejoint ces valeurs qui sont de la continuité, d'une sorte d'immortalité. à Laisser travers une trace. Laisser une trace. Et qui font qu'aujourd'hui, on est quand même parasité par cet esprit chez beaucoup de gens qui fait que si on ne se marie pas ou si on ne veut pas d'enfants, par exemple, quand on est une femme et qu'on dit qu'on ne veut pas d'enfants, on continue à nous dire que tu dis ça pour l'instant, tu verras plus tard, tu en voudras. Et puis, c'est quand même important de former une famille. Et au final, j'ai l'impression qu'on est encore dans ce rêve des années 50, d'avoir la belle maison, la belle famille. Moi, j'ai l'impression d'être encore dans ce fameux film de Sam Mendes que je recommande d'ailleurs, Les Noces Rebelles, où c'est des personnes qui viennent dans une banlieue, qui ont envie de voyager, qui ont envie de vivre une autre vie et qui font comme tout le monde parce que, en fait, ces valeurs font que, finalement, oui, on fait comme tout le monde, on fait des enfants parce qu'il y a une pression sociale. Et mine de rien, on a beau dire que la religion chute, en tout cas, les valeurs qu'elle met en place sont, elles, toujours bien présentes et on a une forte pression sociale. On pourrait se demander, mais on ne va pas avoir le temps de débattre, si ces valeurs sont des valeurs légitimes, acceptables ou au contraire des valeurs qu'il faut combattre. Alors revenons à notre religion catholique qui nous dit Guillaume Cuche est en déclin. Si on essaye de se mettre dans une perspective historique, la religion, elle s'incarne par différents moments dans la vie des gens. Alors ça peut commencer par le baptême, on va avoir les limbes pour ceux qui meurent très jeunes. On aura ensuite la communion, on aura la messe dominicale, on aura le fait de faire ses Pâques, comme on dit, de faire maigre, c'était pendant le carême. On aura la confession, on aura le mariage, on aura l'enterrement. Voire l'extrême onction aussi. Est-ce que ces différents items, savoir décliner de la même manière, est-ce que vous pensez que d'autres perdurent dans la société et comment vous l'expliqueriez, Gabriel? Certains sont toujours là, d'autres ont disparu. Les trois pour moi principaux, c'est le baptême. Il y a encore beaucoup d'enfants baptisés. Le mariage, évidemment.
on l'a dit tout à l'heure, qui est très ancré dans la société, même mariage laïque. Mais tout le monde, donc ça reste quand même, même si c'est laïque, ça reste dans cet ancrage de il faut se marier, qui est une vision de la société plutôt chrétienne, ou religieuse en tout cas. Et l'extrême onction, qui sont toujours pour moi les 3 piliers qui sont toujours là aujourd'hui. L'enterrement. L'enterrement, les deux. Parce que L'extrême onction, c'est faire venir un prêtre. Oui, sur mais son l'extrême lit de onction, mort. justement, pour moi, c'est même le plus important. Puisque je disais, certaines personnes, même à l'époque, Molière par exemple, qui était chrétien d'origine, mais qui, de par son travail et tout ça, était considéré comme pas vraiment, était mal vu par l'Église, sur son lit de mort, a appelé un prêtre pour confesser ses péchés avant de mourir. Parce qu'il avait quand même cette vision de si je le fais pas, j'irai pas au paradis, et du coup, ça va pas. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'extrême onction, tout comme le faire exorcisme, me semble quand même moins prégnant dans la religion et dans la société que. Mais c'est faire l'enterrement en fait. Aujourd'hui, c'est l'enterrement dont on parle beaucoup, mais. Louise, qu'est-ce que tu en penses ? L'enterrement est encore très ancré dans l'idée d'avoir un enterrement décent. Ce qui est drôle, c'est que on a beau être avec des gens qui sont totalement athées ou anticléricaux, mine de rien, quand quelqu'un meurt, cette personne est sacralisée. On ne peut rien dire de mal sur cette personne. Et l'enterrement est une façon de lui rendre honneur. Et on passe par la religion. Alors que j'ai vu, moi, des gens, en tout cas, mépriser la religion et passer par la religion lors d'un enterrement. Donc je pense que c'est le rapport à la mort qui crée ça. Par contre, ça évolue doucement. Ce qui est drôle, c'est dans les sépultures. Pour les chrétiens, il faut être enterré dans la terre. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se font incinérer. Donc, par exemple, mais ça ne leur empêche pas de faire un enterrement. Il y a des gens qui sont enterrés dans le cercueil et après, il y a la crémation. C'est une cérémonie. Oui, c'est ça. Mais du coup, ça, avant, c'était pas possible. Pour les chrétiens, le corps, il va dans la terre, dans la tombe. Et donc ça, il y a de plus en plus de gens qui le font. Donc c'est une évolution. Je pensais à ça, c'est intéressant comme... Les points, pour terminer notre débat, que pensez-vous des mariages des prêtres ? Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, je suis pour le mariage des prêtres. Qui est interdit. Oui, qui est interdit depuis le XIIIe siècle. Ouais. Et pourquoi, pour moi, c'est intéressant déjà pour cette question dont on parle du déclin de la religion. Aujourd'hui, je pense que si le mariage des prêtres était ouvert, il y aurait peut-être certaines personnes qui pourraient être prêtres parce qu'ils ont suivi... les rites religieux et reçu l'appel de Dieu. Voilà, qui aujourd'hui ne le font pas à cause de ça et qui peut-être trouveraient cette vocation du fait qu'ils puissent fonder une famille, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc dans une période de déclin, on fait venir des prêtres étrangers, ça pourrait être une solution. Et le mariage des prêtres, pour moi, n'est pas incompatible avec le message de l'Église, il a écrit nulle part. Et Jésus, d'ailleurs, avait une femme, et je vois pas pourquoi ça serait interdit aujourd'hui. Et dans la chrétienté, il y a certaines confessions, comme les orthodoxes ou les protestants, qui qui peuvent se marier avec une femme. Moi, je pense que c'est une très bonne idée parce que c'est une façon de dire c'est pas parce que j'ai un rapport personnel à Dieu que je dois encore être un martyr, me sacrifier, être dans la chasteté, souffrir. Non, en fait, on arrive à dissocier rapport personnel à Dieu et sa vie personnelle, en fait. Et c'est une modernisation qui est en accord avec notre temps, donc tant mieux. Et tu dis que ça éviterait aussi... Les viols d'enfants, oui, bien évidemment. Ah oui. Parce que ces prêtres-là ont mal interprété. Quand Jésus il dit « laissez venir à moi les petits-enfants » c'était pas pour faire ça, en fait. Mais donc, du coup, c'est une mauvaise traduction. Voilà, c'est la pédophilie est reconnue alors qu'elle... C'est surtout pour faire une blague avec des cette fois, phrase. avec certains enfants récalcitrants, il faut faire rentrer la foi en eux, vous comprenez. C'est ça. Donc, au sens propre et non pas au sens figuré. Pas du tout. Et d'ailleurs, oui, avant le XIIIe siècle, dans la religion catholique, les prêtres pouvaient se marier ou en tout cas fonder une famille. Et c'est à partir de l'avènement des protestants qui ont répondu à ça, où l'Église a voulu montrer que toutes ces dérives devaient être changées et qu'elle a mis le célibat des prêtres, notamment à cause de certains papes. Tu veux dire qu'à cette époque, dans les couloirs du Vatican, on pouvait entendre des cris de bambins, de jeunes enfants, qui étaient les enfants du pape ou de... Oui, voilà. Et surtout, certains papes de l'époque avaient plusieurs maîtresses, voire plusieurs femmes et 5 ou 6 enfants. Tu as des noms à nous citer ? Oui, Borgia, Alexandre Borgia, qui est un très bon exemple de ça. Et il y a un très bon film que je recommande, encore une fois, qui parle du rapport des prêtres aux enfants, Spotlight,
qui revient sur... Film américain assez récent. Oui, qui revient sur une affaire journalistique, une enquête qui a duré 1 an, où des journalistes se sont intéressés aux agressions sexuelles venant de prêtres sur des enfants de chœur à Boston. Et ils se sont rendus compte qu'il y en avait énormément et que dans le système qui est tel dans le catholicisme, quand un prêtre déconne, on le mute ailleurs. Voilà, comme dans la fonction publique en fait. Voilà. Voilà, ainsi se termine notre débat sur l'histoire contemporaine du déclin de la religion chrétienne. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission où nous vous conseillerons idées de lecture, de distraction, de sortie. En attendant, voici une courte pause musicale. Je vous propose d'écouter pour la circonstance un extrait du Requiem de Mozart. On se retrouve juste après avec toute l'équipe. De retour pour les propositions culturelles du jour avec l'équipe Délivrez-vous. C'est la carte blanche, libre, sans contrainte. Seul objectif, intéresser les auditeurs, les inciter à suivre vos choix. On se retrouve après le jingle. On va commencer avec Louise qui, je crois, va nous amener au théâtre. Oui, au théâtre de l'Atelier, précisément dans le 9e arrondissement. Et il faut se dépêcher parce que ça termine le 7 juillet, donc il faut y aller vite et il faut vraiment y aller parce que c'est tiré d'un livre de Virginie Despentes qui est une bible pour les féministes. Alors oulala, j'ai dit féministe, alors on va pas vouloir y aller forcément parce que ça fait peur et parce que c'est un mauvais mot en ce moment. Bref, c'est King Kong Theory. King Kong Theory aborde des sujets de société qui sont le viol, la prostitution, la pornographie et le rapport général entre hommes et femmes dans la société. Et en fait, Virginie Despentes explique ce qui a été retenu de mai 68 et comment la société a évolué et ce qui n'a toujours pas changé ou comment on est dans une société où au final, en tant que femme, il est presque impossible de ne pas être discriminé, où elle explique qu'en tant que femme, si on essaie de se mettre en égalité avec un homme, on le paye cher. Que si en tant que femme, on est libre... Mais on est moins bien payé. En plus. Donc, et que si on essaye d'être libre, on nous le fait payer. Et qu'il y a toute une culture sous-jacente... du viol par exemple qui fait que par exemple c'est comme ça que commence la pièce. En fait ça commence sous forme de témoignage. On a 3 femmes qui discutent entre elles, on a l'impression que c'est une discussion entre filles mais tourne sur différents témoignages, 3 femmes qui prennent la parole et ça commence avec une femme qui témoigne sur son viol. C'est Virginie Despentes qui rapporte son viol qu'elle a eu lorsqu'elle avait je crois 17 ans sur une aire d'autoroute. Et elle explique ce que c'est qu'être une femme violée et comment on s'en sort et comment la société fait en sorte qu'on ne puisse pas s'en sortir et toutes les incohérences autour du viol, mais pas seulement. Les incohérences autour de la prostitution, les incohérences autour de la pornographie et l'éducation dans laquelle on nous a plongés. Et King Kong Theory, la façon dont c'est mis en scène, c'est vraiment c'est fait avec provocation.
Ça va dans l'esprit punk de Virginie Despentes. On sent vraiment l'esprit punk dans la pièce. L'esprit baise-moi, l'esprit Vernon Subutex. Totalement. Et il y a ce côté, même dans les habits que portent les actrices, il y a ce côté punk. Et ce qui est intéressant, c'est que au départ, elles parlent, puis il y a la caméra qui se met en place. Donc on ne regarde plus les actrices, on regarde dans le fond de la scène. Il y a des Barbies, différents objets qui sont utilisés pour se moquer de la pornographie et du rapport dominant de l'homme sur la femme. C'est fait avec beaucoup de provocation, donc public jeune, il ne vaut mieux pas. Et il y a aussi un débat qui est fait sur la masturbation féminine avec le public, ce que j'ai trouvé très intéressant. Bon, moi, le public avec lequel j'étais, je ne jugerai pas parce que j'étais tout aussi timide, on n'a pas été très communicants, mais apparemment, ça a l'air de bien marcher, généralement, de ce qu'elles nous ont dit. Donc voilà, c'est une pièce qui donne envie de pleurer parce qu'elle dit des choses assez justes. Elle vient sur des points qu'on sait, mais de façon inconsciente, des points implicites qu'on n'entend pas vraiment dans les discours féministes. Elle vient quand même sur des détails, mais qui sont extrêmement justes. Et le livre est superbe à lire, tout autant que la pièce. Donc je la conseille fortement. C'était donc King Kong Theory au théâtre. Maintenant, je crois que Gabriel nous amène faire une balade dans le patrimoine de l'Île-de-France. Et oui, comme souvent. Parler géographie, et histoire et patrimoine. Je vais faire un peu le Stéphane Bern ce soir. Bref, on va voir le château. La voix de Stéphane Bern. Non. Ça, je peux pas. Visite du château de Fontainebleau. La coiffure de Stéphane Bern. Non plus. Non, mais oublie Stéphane Bern, moi c'est mieux. Donc, bref, la visite du château de Fontainebleau en Île-de-France. Pourquoi j'ai choisi le château? Parce que déjà, si vous voulez partir en week-end ou passer un jour ou deux là-bas, ce serait une bonne destination. Donc déjà, les jardins sont très nombreux et grands, donc la visite sera longue et le château aussi à visiter prendra une grande partie de la journée, voire du week-end. Donc pourquoi ce château particulièrement? Déjà, c'est un château historique, puisque je rappelle qu'il a abrité le séjour des rois de France de François Ier jusqu'à Louis XVI, notamment, voire même Napoléon à une certaine époque. Et donc voilà, c'était plutôt le château, on va dire, de résidence d'été ou résidence secondaire des rois de France, parce qu'ils étaient à Versailles notamment à partir de Louis XIV. Mais c'était un château qui plaisait énormément aux rois parce qu'il y avait le calme et surtout très pratique, puisque c'est là où ils pouvaient se donner aux grandes chasses royales. Il n'y a pas qu'à Chambord qu'il y a des chasses aujourd'hui, mais à l'époque, il y en avait déjà, notamment à Fontainebleau, de par la forêt qui est à côté. C'était pas loin de Versailles, et souvent, les rois partaient de Versailles, allaient à Fontainebleau, faisaient la chasse et allaient à Fontainebleau le soir. Et il y a aussi certaines reines de France. Ce château, on va dire, a été important dans l'histoire de France pour certaines reines, notamment les régentes ou d'autres reines qui ont eu des histoires dedans. Et donc c'est une visite qui est bien faite, donc il n'y a pas beaucoup de mobilier parce qu'il y a beaucoup de choses, les pièces vides, mais par contre c'est très bien fait au niveau de la visite où ils expliquent bien en fait la fonction du château, donc ce que je viens de dire sur les rois, la chambre des rois, à quoi servait ce château essentiellement. Donc tout ça c'est bien retranscrit, c'est assez bien fait à travers les audioguides ou les guides, ou même sur ce qui est écrit sur les panneaux dans le château. Donc une visite plutôt intéressante pour des novices en histoire ou des gens qui voudraient apprendre des choses sans que ça soit trop compliqué, donc ça c'est plutôt bien fait. Et puis derrière la visite des jardins, donc il y a plusieurs jardins qui sont très beaux d'ailleurs. C'est un peu moins grand que Versailles quand même, mais ça prend quand même une bonne journée avec le visite du château le matin par exemple et les jardins l'après-midi. Et puis pour ceux qui veulent rester plus, il y a la forêt de Fontainebleau en plus qu'on peut faire, qui est vraiment à côté. Donc là, forêt de Fontainebleau, on peut à la fois manier le sport et la marche pour ceux qui aiment bien ça, avec notamment l'escalade parce qu'il y a beaucoup de rochers et les marches sur des kilomètres dans la forêt. Donc c'est assez varié. Est-ce qu'on peut loger dans le château de Fontainebleau? Non, on peut pas loger dedans, on peut le visiter. Loger, ça c'est pas possible. Par contre, il y a des hôtels pas forcément pas chers, mais en dehors du château accessibles. Ok, donc pas très loin de Paris, Fontainebleau. C'est ça. Et Marc, quel est ton conseil culturel du jour? Alors, je vais vous proposer de regarder la télévision, le site d'Arte pour regarder en replay une série dont la première saison a été diffusée il y a déjà quelques années, qui s'appelle Au service de la France. Et en ce moment, ils font une sorte de buzz avant la saison 2. Donc, on est en France, dans les années 60, période De Gaulle à l'Élysée. C'est la 5e République.
c'est la France-Afrique. Et donc là, on est dans le monde du service secret, au service de la France, comme le dit le titre. Donc c'est un format relativement court, hein, les épisodes durent entre 20 et 30 minutes, il y a 12 épisodes. La saison 1 des protagonistes, c'est un jeune homme incarné par Hugo Becker, qui est un acteur qu'on a vu dans des séries comme Chef avec Clovis Cornillac ou Baron Noir. Et donc c'est un jeune homme très smart, avec un beau costume sur lequel il va pas mal se faire chambrer, qui se fait recruter pour les services secrets. Mais en fait, il doit passer des tests, mais il ne sait jamais si pendant qu'il est dans les bureaux, il est en test ou pas. Donc ça fait partie du mythe. Et donc cette série, réalisée par Jean-François Alain, auteur historique des Guignols, est assez parodique, humoristique, caricaturale, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on sourit beaucoup avec ce portrait d'une France qu'aujourd'hui, plus de 50 ans après, on peut considérer un peu, comment dire, pour ne pas être désagréable, un peu dans la naphtaline, dans son jus. Et donc voilà, c'est une série, à mon sens, assez drôle et bien jouée. C'est la France, monsieur, la France du général de Gaulle. Tout à fait. Alors monsieur, puisque vous avez la parole, vous nous amenez à nouveau dans Paris pour se balader dans un lieu historique. Encore un lieu historique, il y en a plein à Paris. Là, ça va être le cimetière du Père-Lachaise, donc le plus grand cimetière de Paris. C'est une page de l'histoire de France dedans, parce que même pour des élèves, par exemple, en les amenant dans le cimetière, ça leur fait réviser une grande partie de l'histoire de France. C'est un cimetière où il s'y mélange à la fois les communards, les restes des communards, notamment de la commune de Paris en 1870, et notamment celui qui a maté les communards à l'époque, qui s'appelait Adolphe Thiers, le deuxième président de la République française, qui, je rappelle, avait battu la commune de Paris, et notamment fait exécuter des milliers de communards, et construit le Sacré-Cœur en hommage aux victimes des communards. Et donc du coup voilà, c'est un cimetière où on peut voir s'y côtoyer justement l'énorme mausolée de Adolphe Thiers. Il n'avait pas fait, lui je veux dire c'est le président, il s'est montré quoi, il n'a pas fait dans la dentelle, il a construit un énorme truc. Et puis la partie des communards, on y voit aussi de grandes personnalités de la France, notamment un président, Félix Faure, qui était mort dans des circonstances drôles, puisqu'en fait il est mort pendant son mandat dans les bras de sa maîtresse quand il avait pris trop de Viagra. Il a une crise cardiaque, du coup il est mort à ce moment-là. Et qui fait la célèbre phrase de Clémenceau qui dit « Il voulut être César, il ne fut que Pompée ». Donc c'était le vocabulaire de l'époque de la Troisième République. Voilà, donc on a aussi d'autres figures, et notamment aussi des personnalités étrangères qui sont enterrées dans le cimetière. Donc ce qui montre l'important, c'est la popularité de ce cimetière, qui est devenu cimetière municipal dans les années 1900 et quelques, propriété de la ville donc, et qui a vu des grandes célébrités qui sont enterrées là, des chanteurs, Edith Piaf par exemple, Alain Bachung, et plein d'autres encore qui sont dans ce cimetière. Et donc intéressant puisque ça retrace plusieurs siècles d'histoire de France à l'intérieur du cimetière. Donc oui. Ça reboucle un peu avec notre sujet qui à un moment tournait autour de la mort. C'est ça justement. Là, on est donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Cimetière du Père-Lachaise dans le 20e arrondissement. Et donc je recommande ça pour ceux qui n'aiment pas forcément les cimetières mais qui aiment bien avoir des anecdotes et retracer un peu l'histoire de France à travers ces tombes. Un dernier conseil de Louise qui nous amène au cinéma. Oui, et plus particulièrement au Forum des images avec la Colo Panic Chroma. Alors, Colo Panic Chroma, c'est un ciné-club décalé qui fait le lien entre le cinéma et Chroma. Donc, Chroma, c'est une émission YouTube où Karim Debache tient ses chroniques sur divers films et le plus souvent des nanars. Donc, Karim Debache s'est fait connaître sur YouTube à travers des émissions qui parlaient de jeux vidéo, mais pas les jeux vidéo en eux-mêmes, les films qui s'inspiraient de ces jeux vidéo et qui étaient souvent catastrophiques pour la plupart. Et donc dans ce ciné-club décalé qui se tient le 4 au 8 juillet donc au Forum des images, il est question de faire des rediffs donc, de films classiques, un petit peu comme on le voit au cinéma en plein air à la Villette, mais aussi des perles méconnues du 7e art. Par exemple, l'année dernière a été diffusé The Room de Tommy Wiseau,
Donc, pour ceux qui ont vu The Disaster Artist de James Franco ou entendu parler de The Room ou juste vu la bande-annonce qui est elle aussi catastrophique, The Room, en fait, c'est un film qui est, je crois, élu comme l'un des pires films de l'histoire de l'humanité, où Tommy Wiseau est quelqu'un qui ne connaît rien au cinéma, qui a juste de l'argent qu'il a envie de dépenser. Il a l'impression qu'il fait un grand film dramatique. Et à voir ce film, on n'a qu'une envie, c'est rire. Et ça a fait rire beaucoup de personnes, à un point que ce film est devenu célèbre et est rediffusé chaque année, je ne sais plus où, mais des fans qui viennent applaudir Tommy Wiseau et qui vient présenter son film et qui est devenu une star grâce à ce film. Le seul film qu'il ait fait. Il faut savoir qu'il a quand même payé pour que ça reste au cinéma pendant 2 semaines. Ça a été très compliqué. Voilà. Et à part ça, on n'a pas seulement des films, on a des expos, des jeux vidéo, des masterclass, des conférences. Et dans les films qui sont proposés, on en a un qui est très célèbre, un film japonais du nom d'Akira, qui est un film de SF qui a beaucoup marqué les esprits. On a Scream, qui est diffusé avec Carnage dans une soirée horreur ce samedi. On a Under the Silver Lake. Voilà, j'ai pas la programmation en tête par cœur, mais voilà, on a plusieurs grands classiques. Tu nous rappelles le nom de cette manifestation ? Colo Panic Chroma. Et je précise que les films ont toujours droit, alors bien évidemment pas pendant, mais avant et après, à des commentaires de Karine Debache. Et on a eu l'honneur l'an dernier, lors de la présentation de la trilogie Cornetto, donc comme Shaun of the Dead ou Le Dernier Pub avant la fin du monde, de voir le réalisateur Edward Wright. Et là, apparemment, qui est mis à l'honneur, c'est Michel Hazanavicius qui a fait OSS 117. Et Marc, quel est ton dernier conseil culturel ? Dernier conseil en lien avec l'actualité récente, qui est l'entrée au Panthéon de Simone Veil. Donc ça peut être l'occasion soit d'aller au Panthéon, qui est un monument dans le 5e arrondissement de Paris, soit de revoir sur Internet un certain nombre d'entretiens ou de vidéos où apparaît Simone Veil. Donc personne décédée il y a 1 an, qui rentre donc rapidement au Panthéon, une des rares femmes à accéder au Panthéon. La cérémonie a donné lieu à un discours d'Emmanuel Macron relativement bien vu, retraçant le parcours de cette femme qui, en pleine jeunesse, a été déportée, a réussi à revenir des camps de la mort, ensuite a œuvré pendant toute sa vie à la mise en place de l'Europe. Elle a été présidente du Parlement européen. Elle a contribué, c'était aussi une femme politique. C'est une femme politique importante pour les femmes, puisque quand elle était ministre, elle a porté un projet de loi pour l'autorisation de l'interruption volontaire de grossesse. Ministre de la Santé. Tout à fait. Elle a dû aussi être ministre des droits des femmes, oui, je pense, avant, dans les gouvernements de Giscard d'Estaing. Femme de droite, mais femme qui a été une des personnalités politiques les plus aimées des Français, qu'ils soient de droite ou de gauche, puisque là, pour le coup, on revient au début de l'émission, elle portait des valeurs dans les humanistes dans lesquels les gens se retrouvaient. Et donc voilà, intéressant de réentendre des interviews avec elle il y a quelques années qui permettent de bien voir comment, avec la résilience, avec la proximité qu'elle a eue avec son mari qui rentre avec elle au Panthéon, elle a réussi, malgré les abominables souffrances qu'elle avait vécues dans sa jeunesse, à les surpasser et à devenir celle qu'elle a été. Oui, une cérémonie très émouvante. Et surtout, c'est bien que la France rende hommage par cet hommage au Panthéon à une grande dame qui justement a œuvré toute sa vie pour son pays et pour la paix et la réunification de l'Europe. Donc c'est un beau message. Un mot de Louise sur le... Non, je trouve ça bien qu'il y ait une femme en plus, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est bien. Et pas une vie facile en plus, comme tu l'as dit. Voilà, on arrive au terme de ce 22e numéro des Livrez-vous. Je tiens à remercier mes chers chroniqueurs qui m'ont encore une fois brillamment accompagné dans cette émission qui a été, dans son introduction, assez difficile à mener. J'espère, chers auditeurs, que vous aurez cependant apprécié notre débat et les propositions culturelles. Et je précise, j'étais pas bourrée. C'est vrai, juste très hilar. Vous pouvez nous retrouver sur le blog http://culture-tout-azimut.over-blog.com.
Et je vous donne rendez-vous à très vite pour le 23e numéro des Livrez-vous où il sera question de mode. Ciao, à bientôt. À bientôt. Je crois aux forces de l'esprit, je ne vous oublierai pas.